Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce très bel amphithéâtre du Collège des Bernardins qui vous accueille tous les mardis. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du projet de loi d'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Et je sais que vous êtes un certain nombre à vous inquiéter que ce débat n'ait pas suffisamment lieu. Nous vous le devions en tout cas ici même au mardi dans la droite file de ce que nous avons vécu avec vous l'année dernière, souvenez-vous, à l'occasion de la campagne présidentielle. Nous allons aborder ce sujet spécifiquement sous l'angle de la filiation. Cette réforme, en effet, annonce-t-elle un bouleversement des conditions de la filiation? C'est à cette question que nos invités vont être appelés à répondre et je les remercie par avance d'avoir accepté de se réunir ce soir pour nous sur le thème « Le mariage pour tous, la filiation mise en cause », point d'interrogation, avec d'abord Éric Fassin. Éric Fassin, vous êtes sociologue, professeur enseignant à l'Université de Paris 8. À vos côtés, Marianne Chapdelaine. Madame, vous êtes députée du Parti socialiste de la première circonscription de l'Ille-et-Vilaine, encore conseillère municipale de la belle ville de Rennes et aussi présidente du Conseil supérieur de l'adoption, ce qui veut dire que vous êtes doublement la bienvenue en tant que membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale, mais aussi travaillant sur ces questions d'adoption. À ma droite, Pierre Delvolvé. Pierre Delvolvé, vous êtes membre de l'Institut, professeur émérite de l'Université de Paris 2, dite Assas. À vos côtés, Coralie Gaffinel. Coralie Gaffinel, vous êtes avocate au barreau de Paris, une praticienne du droit de la famille. Vous m'aviez dit que vous faisiez que ça, donc on ne peut pas rêver mieux. Et enfin, Jean-Marie Andrès. Jean-Marie Andrès, vous êtes membre du bureau de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Alors, je souhaiterais, pour engager notre débat, que nous le posions sous l'angle du mouvement que nous suivons depuis un certain nombre d'années sur ces questions d'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Est-on aujourd'hui en train d'avancer sur la question d'une égalité totale entre les couples, quelle que soit leur nature? Ce projet de loi, de ce fait, en annonce-t-il d'autres à venir qui irait encore plus loin, notamment sur la question de la procréation? C'est clairement le sujet de notre rencontre et je vous propose de l'engager sans détour avec vous, peut-être Marianne Chapdelaine. Écoutez, c'était un engagement du président, donc c'était un engagement à l'époque du candidat, maintenant devenu président. Donc pour l'instant, nous avons comme projet de loi le mariage pour tous, avec je dirais, ce qui va en découler, l'adoption pour tous. Donc y aura-t-il d'autres choses après? Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous sommes sur l'engagement 31 du candidat et donc maintenant du président. Donc on sait très bien qu'actuellement, les familles ont évolué. On sait aussi que des enfants ont deux papas, deux mamans. Donc c'est vrai qu'on est sur le rétablissement d'une égalité de traitement et surtout aussi de pouvoir sécuriser des familles, des enfants, parce qu'actuellement, le parent qu'on appelle, alors on va dire le parent social, donc ça peut être le papa, une maman. C'est vrai aussi que si, tant que les deux vivent, on arrive avec la délégation d'autorité parentale à sécuriser, quand l'un des deux décède, eh bien, il peut se voir privé de droit. Donc je crois qu'on est dans l'évolution d'une société. On a eu le Pacs, on a eu, c'est vrai, à l'époque, un long débat. Il a amélioré des choses. Un débat dans lequel la question, justement, de l'adoption était exclue. Voilà. À l'époque, il semblait tout à fait pas d'actualité. Et aujourd'hui, quand on se reporte à ce qui était dit là-dessus il y a 13 ans, ça semble moyenâgeux. Donc c'est pour ça que d'entrée de jeu, je souhaite qu'on place dans une dimension, dans une perspective d'évolution. On sent qu'il y a une marche, là, vers la reconnaissance. Jusqu'où ira-t-elle, Éric Fassin? Il me semble que la question de la filiation, c'est-à-dire à la fois l'adoption et la procréation médicalement assistée, ces questions, elles étaient déjà posées il y a 15 ans. En réalité, l'affrontement autour du Pacs n'était pas entre des gens qui étaient pour le Pacs et des gens qui étaient contre le Pacs, mais entre des gens, et j'en faisais partie, qui étaient pour aller au-delà du Pacs, c'est-à-dire prolonger la logique d'égalité, et ceux qui disaient déjà que le Pacs allait ouvrir la porte à des droits en matière de filiation. Donc il me semble que lorsque nous entendons aujourd'hui qu'il n'y a pas de débat, ou que le débat est tout récent, nous oublions qu'il y a 15 ans, c'était très précisément de cela qu'on discutait. Et il y a 15 ans, vous la souhaitiez déjà, cette égalité? Tout à fait. Tout à fait. Il me semble qu'il est difficile de revendiquer à moitié la logique de l'égalité. Alors on peut être amené
à des compromis pour des raisons politiques, parce qu'on a l'impression qu'on n'arrivera pas au terme d'une logique d'égalité. Ça peut se défendre d'un point de vue politique, mais il me semble que d'un point de vue logique, soit on est pour l'égalité, soit on est contre. Pierre Delvolvé, donc cette évolution sociale, cette reconnaissance, cette sécurisation des situations matrimoniales dont Mme Chapdelaine a parlé, amène à quelque chose de nouveau socialement, la reconnaissance d'une égalité entre des couples hétéros ou homosexuels. Qu'est-ce que ça a comme conséquence selon vous ? D'abord, tout cela doit donner lieu à un débat. Et vous dites que le débat a commencé en 1999. Il y a eu un débat en 1999, 97 qui a abouti à la loi de 99, qui a porté essentiellement sur la reconnaissance d'une sorte d'union civile qui s'est appelée le Pacs. Mais le débat reprend maintenant de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus large, et vous l'avez dit, avec la question du mariage à proprement parler et la question de l'adoption et de la procréation assistée. Et je suis très heureux qu'il y ait ce débat ici au Bernardin, mais enfin c'est quand même pas la grande foule, et qu'il y a eu un grand appel à un débat beaucoup plus général avec une tribune qui a été publiée par Le Monde il y a la semaine dernière. L'Institut organise un débat, enfin organise une étude à ce sujet, et je crois qu'il y a matière à une étude extrêmement approfondie. Parce que vous craignez que ce débat n'ait pas lieu ? Vous pensez que les protagonistes de ce projet le refuseraient ? Je réponds à ce qui vient d'être dit, qui a l'air de sous-entendre que le débat a déjà eu lieu et que les choses sont désormais suffisamment mûres pour arriver à une réforme. Eh bien, non, les choses ne sont pas suffisamment mûres. Il y a encore matière à débattre à l'Assemblée, au Sénat, bien entendu, madame, et avec des auditions dont j'espère que la Commission des lois va les organiser de manière très large en entendant tous les points de vue possibles et pas simplement ceux qui sont exactement conformes à la ligne du projet de loi. Je connais votre ouverture et donc j'attends beaucoup de cette ouverture, et je crois qu'il n'y a pas matière à précipiter les choses. C'est une réforme fondamentale. Alors, en quoi est-elle fondamentale ? Alors, elle est fondamentale, et je vais citer Madame Taubira, qui a porté le projet, qui est chargée de le défendre au Parlement, et qui, dans un journal que vous connaissez bien, Madame, c'est Ouest France, le journal de votre région, a dit textuellement: c'est une réforme de société, et on peut même dire une réforme de civilisation. Nous n'avons pas l'intention de faire comme si nous ne retouchions que 3 ou 4 virgules dans le Code civil. Or, c'est bien ce qui se passe si l'on voit le texte où, à tel ou tel article, les mots notamment père et mère sont remplacés par les mots parents. Il y a un nombre d'articles avec ce genre de modification considérable, et je suis bien d'accord avec Madame Taubira qu'il s'agit d'une réforme fondamentale et une réforme de civilisation. Par conséquent, il y a matière à débat, le débat que nous avons, mais un débat dont je souhaite qu'il soit beaucoup plus large et qu'il précède le moment où l'Assemblée nationale, en séance plénière, va délibérer du projet au mois de janvier, si j'en crois l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Coralie Gaffinel, il semble que la question de la différence sexuée soit au cœur de ce débat, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça pose comme question ? Mais si je rebondis sur ce qui vient d'être dit, évidemment, il s'agit d'un bouleversement total du système de l'affiliation, et on y reviendra, puisque c'est pas effectivement quelques retouches. Et de la même manière, la suppression des termes de père et mère dans le Code civil, dont on peut se dire que finalement c'est assez indifférent, pour moi, ça constitue quelque chose de tout à fait fondamental et qui a déjà et qui va avoir inéluctablement des conséquences dans la pratique de ce que nous, on côtoie du droit de la famille. Parce que le droit de la famille, le code civil, surtout le volet de la famille, effectivement, pour les personnes qui vivent tranquillement chez eux et qui sont dans une situation où il n'y a pas de difficulté, ne sont peut-être pas tout à fait conscients de l'importance qu'elle a. Mais à l'occasion, nous, des situations qu'on rencontre, et notamment à l'occasion des séparations, eh bien,
les termes de la loi, l'importance de la loi est absolument fondamentale. C'est vraiment le point d'appui sur lequel chacun doit pouvoir compter pour régler les situations. Parce qu'on entend beaucoup, mais de toute façon, il y a des situations très différentes. Les familles ont des visages qui peuvent être très variés et, somme toute, tout cela doit cohabiter ensemble. Il y a des réalités qui sont déjà là. Absolument, mais ces réalités... Quand on voit ce qui se passe dans les cabinets des juges aux affaires familiales, quand on voit ce qui se passe dans nos cabinets, eh bien, on peut dire que c'est souvent des situations extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses, extrêmement complexes, et qu'on ne peut pas d'un revers de main dire, puisque ça existe, allons-y. Chaque situation est en réalité un point d'équilibre extrêmement subtil et difficile, et le point d'appui pour régler ces situations, c'est la loi. Donc à partir du moment où on modifie radicalement la loi, notamment sur la question de la filiation, eh bien effectivement, ça doit être on peut considérer que c'est une réforme de société et que l'intérêt d'un débat est essentiel. Jean-Marie Andrès. Écoutez, moi je voudrais simplement réagir sur deux notions que nous venons de mettre sur la table et qui me paraissent à clarifier. La première, c'est que je crois qu'on confond égalité et identité. On conjugue égalité alors que, en tout cas, les Français ne sont pas persuadés qu'il y ait identité de situation. Donc ça c'est un problème qu'il faut régler, en particulier à un moment où l'individualisme est particulièrement fort, et en contrepoint avec cet individualisme, le mariage, qui est un pas vers la société d'un couple, parce que le mariage civil, c'est le pas du couple vers la société, prononcé sous un même mot des réalités que les gens perçoivent comme différentes, c'est refuser à ces personnes qui aujourd'hui font le pas vers le mariage, donc vers la société, la reconnaissance de ce qu'ils cherchent à réaliser, indépendamment de ce que d'autres cherchent à réaliser, mais qui n'est par essence pas la même chose. La deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'est un bouleversement social majeur. Ça demande un débat de société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de toute façon pas audition. Les auditions, ce sont des parlementaires qui font leur travail. Ça, c'est bien la moindre des choses. D'une certaine façon, si vous me permettez l'expression, ils sont payés pour ça. Le fondement, c'est quoi? C'est qu'on ne peut, en toute honnêteté, et il n'y a aucune raison de penser que le système politique ne soit pas honnête, on ne peut pas procéder en France, en toute honnêteté, à des changements de société sans qu'il y ait un consentement suffisant et massif des Français à ces changements. Ce qui demande un débat, non pas simplement dans le creux d'un salon studieux de l'Assemblée, mais bien entre les Français, de manière à ce que les sujets soient clairement identifiés, les enjeux soient clairement posés, et que du coup, l'opinion se construise. Alors voilà pour les préliminaires. Moi, il me semble que pour comprendre et avancer sur ce débat, en tout cas c'est ma compréhension en le préparant, il faut que vous nous répondiez à une question simple. Une séquence se présente à nous qui va du mariage pour tous à l'adoption, ça fait partie de ce projet de loi, puis à la procréation médicalement assistée, et probablement, parce que les couples homosexuels masculins le demanderont, la gestation pour le compte d'autrui. Ce ne sont pas des gros mots, ce sont des réalités qui sont autorisées dans certains pays. Éric Fassin, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez déjà favorable à ces évolutions il y a 15 ans. Donc moi, je voudrais que les uns et les autres, vous nous disiez concrètement, non pas ce sera pour plus tard ou c'est pour maintenant, mais clairement, qu'est-ce que ces évolutions vont amener dans le fonctionnement de la vie de nos familles. Éric Fassin ? La première chose, c'est que le quatrième point ne découle pas des trois premiers. Pourquoi ? C'est-à-dire la gestation pour autrui ne découle pas des droits qui sont ceux de l'accès, par exemple, à la procréation médicalement assistée. Une des raisons, c'est que ça n'est pas le cas dans d'autres pays. Je crois qu'il est important de savoir qu'il n'y a pas que la France. L'ouverture du mariage, aujourd'hui, c'est dans 11 pays dans le monde, dont 8 pays européens. Et cette ouverture du mariage, elle a débouché, effectivement, dans la plupart des cas, sur une égalité devant la filiation, mais qui ne passe pas nécessairement
par les droits en matière de gestation pour autrui. Donc on sait déjà par l'exemple d'autres pays qu'une chose n'est pas nécessairement la conséquence des 3 autres. Mais alors si l'adoption est très limitée, on le comprend maintenant, en tout cas en provenance des pays étrangers, si cette adoption est très limitée pour les couples homosexuels, comment feront-ils ? Comment cette revendication qui aujourd'hui est entendue par le gouvernement en place pourra connaître une frustration de ce type ? Mais à ce moment-là, votre question. Comment vous allez faire vivre votre principe d'égalité que vous avez exprimé en expliquant en fait aux homosexuels hommes qu'en réalité ils ne peuvent pas accéder à des techniques de procréation actuelles comme la GPA, alors que des couples de femmes pourront, elles, accéder il faut que les téléspectateurs comprennent bien l'enjeu. Parce que la gestation pour autrui, ça suppose une 3e personne. Ça suppose une personne tierce. Donc la question de l'égalité est déplacée. Donc on peut y être favorable. Il se trouve que j'y suis favorable sous certaines conditions, mais ça n'est pas une conséquence nécessaire. Mais la PMA existe aussi une 3e personne. Il y a toujours un donneur. Alors, Marianne Chapdelaine, vous répondez. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que déjà dans la GPA, dans la gestation, il y a aussi l'idée de marchandisation. La marchandisation du corps de quelqu'un d'autre. Donc, je crois qu'on n'est pas du tout dans cette thématique-là. Et pour l'instant, moi, j'ai envie de replacer ça dans le cadre du mariage. C'est l'engagement 31. Et j'ai envie de dire que le débat, bien évidemment que le débat, il a lieu. Alors, il y a des auditions, c'est la moindre des choses. Il y a des groupes de travail à l'Assemblée. Il y a aussi des parlementaires qui, dans leur circonscription, font des débats, débattent avec la population. Moi, je vais me rendre à Guingamp la semaine prochaine sur cette thématique-là. Il y en a d'autres. C'est des ateliers législatifs. Donc, je crois que le débat, il a lieu. Mais surtout, le débat, il a eu lieu avec l'élection de François Hollande. C'est-à-dire que pour vous, la question a été réglée. Et non, la question n'était pas réglée, mais on ne s'est pas caché. Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez. Elle était quelque part, elle était là. Moi, j'entends, oui, ça ne fait peut-être que 52%, mais nous n'avançons pas caché. C'était la proposition 31. Donc, quelque part, elle était dedans. On n'a pas mis, je dirais, un mouchoir devant. Donc, voilà. Et c'est important quand même de le dire, parce que c'est quelque chose dont on savait que ça allait venir. Alors qu'après, moi j'entends, on n'a pas assez débattu, mais on est là pour ça aussi ce soir. Je vous ai dit, ça va se passer. Et quelque part aussi, c'est dans le cadre du mariage et de l'adoption. Donc, on est bien dans un cadre pour... Peut-être qu'il y aura d'autres revendications, mais pour l'instant, on est bien dans ce cadre-là. C'était pour l'instant qui était mon questionnement de démarrage pour essayer de poser les choses de façon plus ouverte possible. Bien évidemment que derrière se pose la PMA, parce que la PMA, pour l'instant, elle est aussi accordée à des couples hétérosexuels qui sont infertiles. Donc, à un moment donné, cette question-là se posera sans doute pour les couples de femmes, mais voilà. Et par contre, moi, je reviens, c'est sur la GPA, ça n'est pas du tout la même chose parce qu'il y a une tierce personne. Non, parce que, allez-y, Pierre Delvolvé, oui. je vous donne la parole après. Alors, 2 choses. La proposition 31, madame, elle est importante. Mais le peuple français n'a pas adopté la proposition 31. Elle a voté pour un homme et peut-être même que surtout elle a voté contre un homme. Je ne pense pas que nos téléspectateurs aient tellement envie que nous restions sur cette dimension de la démocratie. Je ne veux pas que l'on se prévale d'une élection du président parfaitement légitime pour dire que cet homme ayant été élu, son programme est un débat. Alors, nous sommes ici. Oui, alors d'accord, il ne faut pas le dire. Mais en même temps, nous n'avançons pas cachés. Voilà. Deuxième intervention sur ce qu'a dit Monsieur Fassin. Je suis parfaitement d'accord avec votre logique, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est la fin. C'est la gestion pour autrui. La gestation. La gestation pour autrui. Elle est dans la logique même de tout le système. Et vous avez dit, il y a l'intervention d'un tiers. Mais pardon, l'intervention d'un tiers, et cela a déjà été dit, elle existe avec la gestation, avec donneur. Mais ça n'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. C'est quand même une intervention d'un tiers. Il y a la gestation pour autrui dans un cas, il y a l'éjaculation pour autrui dans l'autre. Coralie Gaffinel. Alors peut-être on peut replacer un peu les choses pour savoir Parlez bien fort. Qu'est-ce que c'est que la filiation dans notre système actuel. Dans le Code civil aujourd'hui, la filiation, sur quoi ça repose? La filiation, c'est donc le lien juridique qui unit l'enfant
à ses parents. Alors, il y a une dimension juridique, il y a d'autres dimensions, mais si on regarde simplement dans la loi, aujourd'hui, dans notre système, cette filiation, on nous dit, les manuels de droit nous disent, dont on sait que ce lien, dont on sait qu'il a une composante d'une branche maternelle et une branche paternelle. Donc, la filiation, aujourd'hui, elle est inscrite dans les limites de la nature qui considère qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Je vais vous répondre, parce que je sais que là-dessus, on va pouvoir se préciser. On est dans le sujet. Un homme et une femme en âge de procréer, et donc 2 parents, c'est tout. Aujourd'hui, le Code civil, il fonctionne avec ça. Et vous avez l'air de ne pas être d'accord avec mon point de vue, mais quand il y a une reconnaissance unilatérale, enfin un seul parent qui reconnaît un enfant, l'autre branche, elle est vacante. Dans l'adoption unilatérale, l'autre branche, elle est vacante. Et cette limite que la loi aujourd'hui, le Code civil pose, c'est-à-dire que notre système de filiation, tout, y compris l'adoption, y compris la gestation, la procréation médicalement assistée avec donneur, eh bien, elle s'inscrit dans ces limites-là. Un couple, hommes et femmes, en âge de procréer. Et l'adoption par un célibataire. Et l'adoption, mais si, l'adoption par un célibataire, de la même manière que la reconnaissance, où vous avez des enfants qui n'ont qu'un seul parent, parce qu'il n'y a qu'un seul parent qui les a reconnus. Donc, dans cette hypothèse-là, l'autre branche, la branche maternelle ou paternelle, elle est laissée vacante. On est toujours dans un système où la filiation est, pour le moment, dans notre loi actuelle, encadrée dans ces limites-là. Et ce sont ces limites qui posent le cadre. Demain, si on change de système, à ce moment-là, on dit, finalement, c'est plus une filiation bilinéaire bisexuée avec 2 branches paternelles et maternelles. Finalement, c'est une filiation indifférenciée. C'est autre chose. On s'exonère de cette condition du sexe. Et à ce moment-là, on rentre dans autre chose. Il faudra trouver une autre logique, une autre cohérence. Éric Fassin vous répond. D'abord, nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'un changement important. Néanmoins, je ne suis pas d'accord avec la description que vous venez de proposer. Et d'abord, sur l'idée qu'il y aurait partout une filiation bilinéaire, non. Encore une fois, la possibilité d'adopter à titre individuel, y compris dans le cadre du mariage, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas les 2 branches. Mais absolument si. Regardez l'état civil. Et à l'état civil, c'est bien indiqué un père et la place de la mère est laissée vacante et vice-versa. Mais lorsque vous avez aussi une adoption simple, vous avez plus de 2 branches. En fait, non, il me semble que ça dépend. Enfin, là, vous vous placez du point de vue des manuels de droit. Moi, je me place du point de vue de la société. Lorsqu'on nous dit il faut un papa et une maman, on va y venir. Eh bien, ce que je réponds, c'est que dans notre société aujourd'hui, il y a des femmes qui font des enfants sans qu'il y ait de père qui reconnaisse cet enfant. Donc, dans ce cas-là, il me paraît difficile de dire qu'il y a une double filiation. Il y a, selon le droit et par la loi de 1966, la possibilité d'adopter à titre individuel, y compris donc lorsqu'on est marié, c'est-à-dire que le conjoint n'est plus le père, admettons. Mais d'autre part, il me semble qu'il y a un élément très important, c'est que notre droit n'est pas fondé sur la biologie. En particulier parce qu'une des manières d'établir la filiation très importante dans notre droit, c'est le mariage. Et le mariage, c'est pas du tout la biologie. Mais oui, mais parce que on mélange 2 choses qui sont distinctes. Bien sûr, la biologie et dans l'adoption, la biologie au sens vérité génétique n'existe pas. Et dans la possession d'État, la vérité génétique n'existe pas. Et de la même manière, dans la procréation avec donneur. Absolument. Vous n'avez pas peur que ce soit un peu compliqué pour nous? Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bien, La vérité génétique et le cadre qui fonde notre filiation sur sur la réalité de l'engendrement, c'est-à-dire que on est tous nés d'un homme et d'une femme, de sorte que aujourd'hui dans le Code civil, la filiation c'est un couple, homme et femme, en âge de procréer. Et là, vous pouvez prendre toutes les situations, y compris quand il y a une reconnaissance unilatérale avec un seul parent. Mais l'adoption ne respecte pas l'âge de procréation, par exemple. On peut adopter, la loi n'interdit pas d'adopter alors qu'on est, pour prendre le cas d'une femme, puisque en fait quand on dit en âge de procréer, il me semble que c'est plutôt aux femmes qu'on pense, eh bien les femmes peuvent adopter après l'âge de la ménopause. Mais l'âge de la ménopause, vous savez que c'est très variable. Je sais bien, mais vous êtes d'accord que le droit a permis pour des femmes de plus de 60 ans ce qu'on ne permet pas pour la PMA. C'est bien qu'il y a des logiques très différentes dans le droit qui coexistent. Mais non, parce qu'on confond là un autre système. Alors là, pour le coup, ça va être un peu technique. Pas trop. C'est la différence entre
entre l'adoption plénière et l'adoption simple. On est en train de... Moi, je vous parle de l'adoption plénière et c'est de celle-là dont il s'agit. Et l'adoption simple, ça existe aussi dans la filiation ? Bien sûr, absolument. L'adoption simple, ça existe et c'est un outil qui rajoute une filiation additive. Mais ce n'est pas de cette filiation-là dont il s'agit et ce n'est pas de cette filiation-là qui va directement être ouverte par le mariage. Parce qu'en réalité... Et l'accouchement sous X ? Mais l'accouchement sous X, aucun problème avec l'accouchement sous X. Quelle est la difficulté par rapport à l'accouchement sous X ? Ça s'inscrit directement dans ce cadre-là. Et encore, les spécialistes de l'adoption vous le direz encore bien mieux que moi. C'est-à-dire, de quelle manière ? D'une manière... Où est la filiation dans l'accouchement sous X ? Mais la filiation, elle n'est pas concrètement, elle ne se concrétise pas, mais le cadre juridique reste le même et les enfants qui sont nés d'un accouchement sous X sont ensuite adoptés de façon parfaitement régulière par un homme, une femme en âge de procréer et un couple. Donc en réalité, tout notre... Mais je vais vous dire, même des professeurs de droit... La loi ne dit pas en âge de procréer pour l'adoption, vous êtes d'accord ? Oui, mais en respectant les générations. En fait, là, c'est vous qui injectez quelque chose qui n'est pas dans le droit. On va écouter Jean-Marie Andrès. Jean-Marie Andrès. Vous savez, moi je suis ni sociologue, ni juriste, ni avocat. Ceci dit, on est dans le débat. Il y a une chose que moi je comprends, c'est que un enfant, ça vient d'un homme et d'une femme. Je comprends que le droit, à force de turpitude, de cas bizarres, a prévu un certain nombre de tiroirs, l'accouchement sous X, l'adoption simple, ça je comprends tout ça. Je ne comprends pas le détail et l'ampleur, mais ce sont, oui, des turpitudes. En revanche, je comprends mal comment on va faire cohabiter dans la tête d'un enfant, encore une fois, comment est-ce qu'on va faire habiter dans la tête d'un enfant, si on ne le prend pas trop pour un imbécile qui va se dire quand même, l'un dans l'autre, je dois bien venir d'un homme ou d'une femme, et en même temps, non mais écoute, oublie tout ça, toi tu es plutôt issu de parents, plutôt issu de parents d'intention, que cette intention est volatile parce qu'elle peut se reconstruire. Vous voyez, moi je comprends que la vie conduise aujourd'hui, où il y a moins d'interdits, et pourquoi pas s'en féliciter d'ailleurs, à des vies intermittentes, changeantes, évolutives, mais qu'on vienne m'expliquer qu'en fait, il faut raconter des histoires par l'intermédiaire du droit aux enfants pour leur faire penser en fait que non, ils ne viennent pas d'un homme et d'une femme, mais d'un truc évolutif, c'est ça qui fait problème. Alors, Marianne Chapdelaine, députée socialiste de l'Ille-et-Vilaine, vous répond. Écoutez, moi, je pense pas. Je pense qu'un enfant, de toute façon, il saura très vite qu'il faut effectivement un homme et une femme pour faire un enfant. Moi, je pense qu'un enfant, c'est pas un homme et une femme qu'il a besoin, c'est d'avoir deux parents. Et ça, je veux dire, il est parfaitement capable de comprendre que ça peut être, à un moment donné, ça peut être deux papas, ça peut être deux mamans. Et c'est vrai qu'il faut se penser... La différence entre ce qu'on dit, là, c'est la génétique. À un moment donné, oui, vous parlez de génétique. Alors, si on va sur la génétique, bien sûr, il faut un homme et une femme. Et puis, ça, on aura beau pour l'instant. Sauf qu'à un moment donné, pour moi, un enfant, il a besoin de se construire dans une famille qui soit unie. Et c'est pas parce qu'il y aura... ce sont des couples homosexuels qu'elle sera pas plus unie. Donc, ça peut être deux papas, deux mamans. Et on sait bien que dans les couples homosexuels, il y a aussi la référence masculine ou féminine qui manque, parce que ça va être un oncle, une tante ou d'autres familles. À un moment donné, actuellement, les familles, elles évoluent, elles bougent. On a le statut des beaux-parents, on a les coparents. Donc, tout ça, et à un moment donné, il fallait juridiquement, et je le dis aussi, sécuriser les enfants. Voilà, donc à un moment donné, il faut que les enfants puissent être sécurisés, c'est-à-dire que il y a actuellement des enfants, on les appelle... quelquefois d'un pas très joli mot, mais ça peut être les bébés Thalys parce que c'est la Belgique, ça peut être l'Espagne. Voilà, je veux dire, la réalité, elle est là. Il y a des enfants qui actuellement... À quoi on vous répond que pour sécuriser une minorité, on bouscule l'édifice dans son ensemble, ce que vous ne niez pas. Ce que je ne niez pas qu'on bouscule l'édifice. On ne bouscule pas, on tient compte des réalités, parce que la famille, telle que monsieur l'entend avec papa, maman, elle existera toujours. Je veux dire, voilà, donc, et on ne nie pas cette réalité, puisqu'il sera toujours possible, et cette minorité ne viendra pas perturber. Les gens pourront toujours se marier en étant un homme, une femme. On permet juste à des couples, disons-le,
de même sexe, de pouvoir se marier, de pouvoir adopter l'enfant du conjoint, parce que ça sera surtout ça la réalité. N'allons pas fantasmer sur l'adoption. Vous savez bien qu'elle sera très peu présente telle qu'on l'entend classiquement parlant. Donc à un moment donné, c'est aussi ça, c'est permettre à ces enfants-là d'être sécurisés. Et moi je dis, la société elle évolue et ça sera surtout le regard que nous allons faire porter sur ces enfants-là. Et là je dirais qu'il est de notre responsabilité à nous, société, de faire que ces enfants-là, on ne leur fasse pas subir une discrimination. Ah, ça, une fois qu'ils sont là, il est clair qu'il ne s'agit pas de les... Eh bien, c'est là, je dirais, que l'enjeu. Éric Fassin. D'abord, je trouvais vraiment très frappant le mot turpitude pour décrire le fondement des évolutions du droit. C'est un jugement moral qui révèle, me semble-t-il, les raisons profondes de l'opposition à ces réformes. Mais deuxièmement, je voudrais dire, lorsque vous suggérez que le droit ne doit pas raconter de fiction, eh bien, le droit n'arrête pas de raconter des fictions. Non, ça n'est pas pour vous, c'est pour monsieur. Enfin, je crois que je ne déforme pas vos propos. Voilà. Le droit raconte toujours des fictions, y compris en matière de filiation. Et par exemple, l'adoption est une fiction. Et on le voit bien dans le cas de l'adoption internationale. Parce que si vous dites que des enfants qui ont 2 parents de même sexe, on essaierait de leur faire croire qu'ils sont nés de ces 2 parents. Pas du tout, pas plus qu'on essaie de faire croire aux enfants nés de l'adoption internationale, donc par exemple de couleur de peau noire, qu'ils sont nés de l'accouplement de leurs parents blancs. Dans les 2 cas, on est dans une fiction, et une fiction instituée par le droit qui dit « Je sais bien que tu n'es pas né biologiquement de ces parents-là, mais je te proclame l'enfant de ces parents. » C'est ça la filiation. Coralie Gaffinel. Mais là encore, on confond 2 choses. On confond la vérité génétique, qui n'existe pas dans l'adoption et qui est admise par tous et par les parents adoptifs et par l'enfant adopté, et ensuite la réalité crédible et qui aujourd'hui est encadrée par la loi, c'est-à-dire que... Mais ça n'est pas crédible d'être l'enfant noir de parents blancs. Absolument que si. Absolument que si. Interrogez les spécialistes de l'adoption, ils vous diront que bien sûr que oui, c'est crédible. Bien sûr que oui, c'est psychiquement crédible. Alors là, je sors un petit peu de mon cadre et interrogez donc les spécialistes de l'adoption. Mais en tout cas, ils nous confirment que oui, c'est crédible. Et d'ailleurs, c'est ce que la loi aujourd'hui sécurise. Et en réalité, mais donc moi, vous je voulez veux que rebondir. le droit raconte des mensonges aux gens qui leur fassent croire que les enfants noirs naissent de parents blancs? Mais non, c'est pas de l'ordre du mensonge. On mélange des choses. Et encore une fois, alors, la vérité. Quelle est la différence? Mais parce qu'on mélange 2 choses qui sont distinctes. La vérité génétique, c'est une chose, et la réalité, la crédibilité d'une situation, c'est une autre chose. Aujourd'hui, la filiation, elle est enfermée. Mais c'est une constatation, et même des professeurs de droit, enfin, qui sont spécialistes de la matière et qui ne sont pas opposés à une évolution, sont d'accord sur cette partie de postulat, c'est-à-dire de dire, eh bien, aujourd'hui, les règles de notre filiation, elles sont encadrées dans une référence à la nature qui impose les limites de la nature, et on est en train de proposer d'en changer. Et on peut au moins s'accorder sur cette question, parce que je pense que c'est Nous difficile. ne connaissons pas les mêmes professeurs de droit. Alors nous en avons un de qualité. Alors on va l'écouter. Il n'est pas professeur de droit privé ni spécialiste de la filiation. Peu importe, il est omniscient. Non, mais ce avec quoi je suis d'accord, c'est que dans la construction juridique, il y a forcément une part de fiction. Il y a une construction, et une construction de l'homme. En référence avec des notions qui dépassent l'ordonnancement qui est aménagé par l'homme. Alors, vous avez employé un terme turpitude qui me paraît effectivement excessif, mais vous avez répondu en disant qu'il n'y avait pas de jugement moral à émettre sur Non, un j'ai juste dit qu'il y en avait un là. Oui, je n'ai rien dit sur moi-même. Mais il y a de toute façon, à la base d'une construction juridique, une conception philosophique. Nous sommes bien d'accord. Alors parlons de conception éthique, parlons de conception philosophique, qu'on soit croyant ou non, de toute façon. À la base de l'organisation sociale, il y a une conception philosophique qui est la conception de l'homme, et à partir de la conception de l'homme, celle d'un certain aménagement des relations sociales. Or, votre conception de l'homme, ce n'est pas une conception socialiste. Ah voilà donc. Alors en tout cas, non, mais je vais m'expliquer. Je ne suis pas socialiste. Il ne suffit pas d'être de gauche pour être socialiste. Mais c'est très important, parce que c'est à la racine de l'organisation du système juridique. Et je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas socialiste. Ce que vous êtes libertaire. Qu'est-ce que c'est que le socialisme? On pourrait en discuter longuement, mais ça a des rapports avec notre sujet. Le socialisme, c'est une
doctrine, une conception de l'organisation sociale qui entend faire prévaloir le bien social sur les intérêts particuliers. Et qu'est-ce que le libertaire? C'est celui qui n'admet ni ne reconnaît aucune limitation de la liberté individuelle en matière sociale et politique. Et c'est exactement ce que vous faites avec le dispositif projeté. C'est une conception libertariste de l'organisation sociale. Vous partez de la considération, et vous l'avez dit, qu'il y a un certain nombre d'individus qui ont des... Enfin, en substance, un certain nombre d'individus qui ont des comportements, je ne parle pas de jugement moral, qui ont des aspirations, qui ont un désir d'être d'une certaine manière, et à partir desquels il faut transformer l'organisation sociale. Et c'est en cela que je dis que vous n'êtes pas socialiste et que vous êtes libertaire, c'est que fondamentalement, ce n'est pas le bien social que vous voulez assurer par une organisation ayant une certaine cohérence. En réalité, c'est la liberté de comportement de certains individus, parce qu'ils ont des tendances, je ne les juge pas, mais parce qu'ils se comportent d'une certaine manière, qu'ils ont une certaine manière de vivre, qui veulent ériger leur manière de vivre en système institutionnel. Éric Fassin vous Voilà. répond. Je ne suis pas habitué aux manifestations de la salle, mais voilà. Je vous remercie de m'avoir encouragé. Il me semble que peut-être visiez-vous madame, et donc je la laisserai répondre pour elle-même, mais pour ma part, je ne me suis pas placé un seul instant du point de vue d'une demande sociale, qui serait le point de vue de quelques malheureux qui seraient en souffrance et demanderaient une reconnaissance. Ça n'a pas du tout été, je crois, les arguments que j'ai développés devant vous. Pour ma part, si je suis engagé sur ces questions, ça n'est pas au nom de quelques-uns, c'est au nom de l'intérêt général parce que, à mon sens, c'est une question de démocratie. Donc, se battre pour la démocratie, ça n'est pas du tout être libertarien, c'est s'interroger constamment sur qu'est-ce qui définit l'égalité et qu'est-ce qui définit la liberté. Tout à l'heure, monsieur, vous disiez, au fond, qu'on confondait égalité et identité. Mais savoir qu'est-ce qui ressortit à l'identité et qu'est-ce qui ressortit à l'égalité, eh bien ça, c'est un débat politique. Par exemple, on a constamment opposé aux droits des femmes l'idée que la question de l'égalité ne se posait pas parce qu'elles étaient différentes. Donc, il me semble qu'il y a constamment une bataille politique pour dire qu'est-ce qui est de l'ordre de l'égalité, qu'est-ce qui est de l'ordre de la liberté, et c'est ce débat démocratique que nous essayons d'avoir. Dans l'ordre de philosophico-juridique, nous nous entendons sur une philosophie de l'homme que M. Delvolvé a rappelé il y a un instant. Dans cette philosophie de l'homme, la question du plus faible est évidemment première, à savoir, en l'occurrence, de l'enfant. Alors on oppose beaucoup dans ce débat le droit à l'enfant au droit des enfants. Qu'est-ce que vous répondez à ce questionnement ? Moi, si vous voulez, pour moi, je n'oppose pas, parce que quand on parle, par exemple, d'adoption, souvent, c'est là où on en parle. Moi, je dis bien qu'il n'y a pas, au travers de l'adoption, un droit à l'enfant. Il y a le droit de l'enfant de trouver la meilleure famille qui va faire que l'enfant va pouvoir s'épanouir et vivre sa vie d'adulte. Donc là, effectivement, après que la famille, elle soit, je dirais, composée de 2 pères, 2 mères, enfin voilà, peu m'importe. Ce qu'il y a, c'est le droit de l'enfant qui, là, va primer, parce que c'est le droit à l'enfant à trouver une famille. Par contre, quelle que soit la famille, vous dites bien. Quelle que soit la famille. Par contre, là où je dis bien, c'est qu'actuellement, il y a des enfants qui ont une situation familiale qui est différente des autres. Et on n'érige pas le modèle de la famille homoparentale comme un modèle, c'est-à-dire on reconnaît que c'est une forme de famille. Et moi, j'ai envie de dire que le mariage dont on parle, qui a conduit donc à l'adoption, à un moment donné, la femme, elle était subordonnée à l'homme. Et ça, le mariage, il a évolué. Donc, on est bien dans l'évolution de la société. On a des familles. Je dirais, on peut avoir des familles recomposées, on a des familles lesbiennes. Eh bien, il y a un moment donné où il faut sécuriser ces familles-là. Mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga.
les mettre à équivalence. Et les mettre à C'est équivalence. ça que vous voulez. Voilà. Alors, à égalité. égalité et Alors, donc est-ce à que je équivalence. suis libertaire ou socialiste? Je ne sais pas. J'ai été élue sous l'étiquette du Parti socialiste. Je ne m'en cache pas. Voilà, dont acte. Mais en même temps, moi, ce qui m'importe, c'est que à l'heure actuelle, c'est vraiment ce qu'on appelle l'égalité. Et ça n'est absolument pas d'imposer un modèle sur l'autre. Et de toute façon, nous savons très bien que le modèle homme-femme sera largement majoritaire. Donc, je ne vois Jean-Marie pas, Andrès pour les associations familiales catholiques. Ces propos sont parfois un peu abstraits pour moi, excusez-moi. Je vois une chose. L'adoption jusqu'à présent était conçue pour le seul bien des enfants. Bien. Non. Moi, j'ai compris, en fait, que l'ouverture du mariage à tous, c'était l'octroi de droits à des communautés particulières qui sont les couples de même sexe, et que c'est à ce titre-là qu'on leur ouvrait l'accès à l'adoption. Donc, c'est pas pour les enfants que c'est fait, c'est d'abord pour les couples de personnes de même sexe. Donc, moi, la question que je pose, c'est par rapport à ça. Pourquoi est-ce que, par exemple, à moi, mes enfants, le jour où moi je meurs pour des raisons idiotes, comme toujours, on meurt toujours pour des raisons idiotes, pourquoi à mes enfants qui ont été conçus dans un projet qui était que mes enfants vivent, c'est un peu ringard, je le reconnais, mais que mes enfants vivent au sein d'un couple hétérosexuel. C'est comme ça que je les ai conçus. Pourquoi la loi va-t-elle imposer à mes enfants un projet qui n'est pas celui que j'ai choisi? Donc ça, c'est la première question. Elle va l'imposer dans quel sens? Moi, elle le pose parce qu'en fait, en ouvrant le droit, c'est une commission que je ne connais pas qui va prendre mes enfants, les octroyer à un couple que je n'aurais pas choisi et qui va vivre en plus dans un projet qui n'est pas celui que j'avais choisi. Donc on voit bien en fait que cette loi, elle n'a pas été organisée autour du bien de l'enfant et de la préservation du projet des parents qui l'ont fait naître. Elle a bien été conçue par des personnes qui veulent étendre un droit par un principe d'égalité au sens l'ignorance de différences profonde, objective, que l'on reconnaît, simplement pour en fait servir une cause abstraite qui est celle de l'égalité. Moi je veux bien qu'on conserve l'égalité, ça ne me pose aucun problème, pour autant qu'on ait réfléchi tous ensemble et qu'on se soit mis d'accord sur le fait qu'il y a bien identité. On voit bien qu'on ne va pas y arriver à se mettre d'accord. Coralie Gaffinel qui a demandé la Je parole. crois que sur l'adoption, ça ne se passe pas comme ça. On va y revenir dans un instant. On vous écoute. Moi, je voulais rebondir sur le propos que vous avez tenu tout à l'heure en disant finalement, peu importe d'avoir un père et une mère, l'important c'est d'avoir des parents. Et ça fait écho à une réflexion qui a été tenue dans le cadre de la commission des lois, où le rapporteur nous disait finalement, je ne vois pas bien l'importance que ça a de maintenir dans le code civil le mot père et mère ou de passer au mot parent. Tout ça, c'est un détail de sémantique et finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et ça me fait réagir parce que notamment le titre 9 du Code civil, dans lequel tous les pères et mères ont été substitués par parents. C'est le titre qui est relatif à l'autorité parentale. Et à quoi il nous sert, nous, praticiens du droit, ce titre 9? C'est la pierre angulaire dans les conflits, dans les divorces et dans les séparations et dans toutes les tensions qui existent entre les parents. Et je peux vous dire que dans ces situations-là, pour le père ou pour la mère, devoir marquer dans la loi père et mère, ça a un sens extrêmement important. Le père, il se dit, il n'y en a qu'un, c'est moi. La mère, elle se dit, la mère, il n'y en a qu'une, c'est moi. Et la loi me garantit une place auprès de l'enfant. Et c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir leur faire comprendre qu'ils doivent laisser une place à l'autre, qu'il va falloir que l'enfant partage son temps entre les uns et les autres. Et c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir travailler, ou pour les aider à parvenir à des accords, ou malheureusement, si le juge doit trancher. Et à partir du moment où on va leur dire non, mais finalement, père-mère, c'est plus ça, c'est parents, eh bien, parents, c'est très inquiétant parce que vous l'avez dit vous-même, il y en a d'autres qui portent le titre de parent. Le fameux parent social dont vous parlez, il inquiète beaucoup le père et la mère. Parce que à partir du moment où mon enfant va vivre avec la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon, et encore une fois, peu importe l'inclinaison sexuelle des parents, c'est pas du tout là que se situe le débat. À partir du moment où l'enfant va aller vivre avec le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne du père ou de la mère, eh bien, le père et la mère, il est très inquiet. Il se dit, mais mon enfant, qui va devenir père de cet enfant? Parce qu'avec, dans le détail des choses, l'enfant, pour peu que la séparation se passe de façon très précoce, voire même pendant la grossesse, l'enfant, il va appeler papa ou maman une tierce personne. Et tout ça est extrêmement angoissant pour les familles. Ça donne lieu à des conflits. Et plus il y a de la peur, plus il y a du conflit et plus il y a du contentieux. Et ces contentieux devant les juges aux affaires familiaux, on a d'innombrables difficultés pour les régler. Et on a besoin de la loi, c'est notre boussole. Et
c'est ce qui nous permet de dire, quand une femme me dit, mais vous comprenez, pourquoi est-ce que je laisserais mon enfant, moi j'ai pas envie de me séparer de mon enfant, pourquoi est-ce que je le laisserais aller passer la moitié de son temps chez son père? Eh bien, moi j'ai dit, mais la loi nous dit, un enfant a un père et une mère, et il doit aller chez son père. Et ça fait partie des choses qui permettent un socle commun d'information et de référence qui ne dépend pas ni des idéologies religieuses, philosophiques, etc. C'est marqué dans la loi. À partir du moment où la loi va nous faire défaut, on est en grande difficulté pour régler ces situations. Éric Fassin vous répond. La loi ne va pas faire défaut, elle va simplement changer. Donc, en réalité, par exemple, la répartition des enfants en cas de divorce, aujourd'hui, n'est plus nécessairement déterminée par le sexe d'un parent ou de l'autre. Mais absolument, mais c'est pas ça la question. Il faut Ben laisser donc, une ça place veut dire à que la chacun. question du sexe Mais la n'est question est plus de laisser une déterminante. place à chacun. J'entends bien. Mais donc, ça veut dire que la question du sexe n'est pas déterminante aujourd'hui. Je crois qu'il y a un biais, malgré tout, dans votre analyse, c'est que vous voyez les gens quand ça ne va pas. C'est Ah très oui, important. ça, C'est très sûr. important. Mais ça, je suis bien d'accord avec vous, c'est C'est sûr. très important. Mais Mais du coup, vous ne pouvez pas inférer de votre expérience, à savoir, il y a des gens qui ont des difficultés, ce qui est bien vrai. Vous ne pouvez pas inférer que donc, ouvrir le mariage à des couples de même sexe est un problème. Je ne vois pas bien le rapport entre les deux. Mais en revanche, je voudrais revenir sur un Si, point. il faut quand même traiter les cas conflictuels par avance. Il mais faut bien les sûr. anticiper. Couple sur deux. De Mais même bien qu'on veut sécuriser ces Oui, mais situations. puisque vous reconnaissez qu'on ne va pas attribuer, par exemple, la garde de l'enfant à la mère parce qu'elle est femme et la refuser au père parce qu'il est homme. Mais- Donc ça veut dire que le critère que vous revendiquez qu'il serait nécessaire d'avoir papa et maman n'est pas nécessaire au moment du divorce. mais si on en va- fait, le juge va déterminer, non pas en fonction de la nature de la femme et de la nature de l'homme, mais de la manière dont se présente la situation sociale. Et ce sera la même chose demain. Mais absolument, et oui et non. C'est-à-dire que concrètement, la loi nous dit aujourd'hui, enfin demain avec cette nouvelle loi, la loi nous dit finalement un enfant n'a pas besoin d'un père et n'a pas besoin d'une mère. Elle a besoin de parents. À partir de ce moment-là, mais pourquoi voulez-vous que le père ou la mère accepte que son enfant aille chez l'autre, puisque l'enfant n'en a pas besoin? Et on relie, on nous dit aujourd'hui l'image paternelle, elle peut être tout à fait dissoute, ça peut être l'oncle, le parent, puisque dans ces couples de femmes, on dit pas grave. Nous parlons de la filiation. Nous parlons de la filiation, c'est-à-dire de ce que dit le droit. Mais oui, mais la filiation, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est à la fois... Ah, pas tellement. Enfin, Ah, moi, mais- en tout cas, Alors, je Jean-Marie peux Andrés dire, complète. indépendamment du droit. Bah, sur le papier, on Non, mais dit écoutez, qui sont les parents. indépendamment Jean-Marie du Andrés. droit, moi, ce que je comprends, c'est que je suis un père, avec votre loi demain, j'aurai des concurrents. Et que donc, si, on va me contester ma paternité. Absolument. Absolument, comprends parce pas que bien comment je encore. Mais le ne serai parent plus social, père, je deviendrai parent. Ça veut dire que je serai parent comme d'autres seront parents pour mes enfants. Et ça mais c'est pas théorique. Mais donc ça vous va se n'êtes terminer père que chez parce que madame, le Code civil le chez dit. le juge. Ben oui, parce que ça Si va le se Code terminer chez civil le ne le dit plus, juge. vous n'êtes Chacun plus va père. faire Mais valoir c'est le ses arguments, problème. disant tu comprends. Moi, je m'en suis vachement bien occupé de telle époque à telle époque. J'étais vachement gentil, il m'aimait bien. D'ailleurs, il m'appelait Doudou. Et puis moi, je lui dis non, mais attends, mais moi je suis père. Mais on lui dit mais père, ça n'existe plus. C'est parent maintenant. Donc tout le monde va se pointer avec son petit dossier pour démontrer qu'il était parent. Vous Et on va- confondez la parentalité et la filiation. Et on va dépenser des milliards de budget de l'État. Non, vous pour confondez la payer des parentalité et la juges. filiation. Marianne Non, pas du Chapdelaine tout. demande la parole et ensuite Pierre Delvolvé. Bah, je pense que... Vous préférez que ce Bah soit non, Pierre parce que je Delvolvé. pense qu'il avait demandé avant moi. Alors, Non, mais d'accord. peu importe, Oh, je Allez-y, vois- votre courtoisie vous volonté. honore. Non, mais Bon. voilà. Non, C'est pas comme à l'Assemblée nationale. est-ce que ce vous soir. me permettez de mettre encore en évidence vos contradictions? Bon, écoutez, vous avez déjà dit que j'étais libertaire au lieu d'être socialiste. alors, Là où mais vous c'est en les êtes. Ça choses, peut pas je être sais pire. Voilà, ça peut pas être pire. Ah. Allez-y. Contradiction. Je pourrais lui répondre. Ah, mais vous êtes là pour ça. Lorsque C'est vous que avez le temps dit que il n'était pris comme exemple que des cas de contentieux, de difficultés particulières. Relisez l'exposé des motifs de la loi. Il est assez développé sur cette question. Il faut résoudre un certain nombre de problèmes, de difficultés. Donc, c'est un point de départ. Donc, c'est un peu contradictoire avec ce que vous avez dit. Et ensuite, madame, vous avez dit à plusieurs reprises droite à l'enfant. Non, j'ai dit que l'enfant a aussi droit. Ah non, vous l'avez dit, madame. Droite à l'enfant. À plusieurs reprises. Or, et c'est là la contradiction majeure. L'enfant n'est pas un objet. C'est un être. L'enfant a des droits, les droits de l'enfant. Il n'y a pas un droit à l'enfant, comme j'ai un droit à avoir mon pain quotidien, par exemple.
vous confondez la chose, qui peut être l'objet d'un droit, et l'être qui lui est titulaire de droit. Alors. Et c'est encore fondamentalement et radicalement la conception même de l'organisation sociale qui est en cause. Et je crois qu'on ne peut pas apprécier votre loi, votre projet de loi, sans se référer à des conceptions philosophiques. Marianne Chapdelaine. Oui, alors, moi, j'ai dit tout à l'heure que dans le cadre de l'adoption, et je me rappelle bien avoir dit que l'enfant a droit à une famille. Donc, je n'ai pas inversé. Par contre, quand on se marie, et je suis désolée, mais je suis passée par là, j'ai eu aussi des enfants. Donc, quand on se marie, on a aussi des enfants et on ne nous demande pas si on a le droit ou pas parce que ça vient naturellement. Il y a, laissez-moi finir, il y a aussi des couples de même sexe qui ont naturellement ou pas des enfants. Je dis ces enfants-là ont les mêmes droits que les autres. Parce qu'à un moment donné, il faut que le législateur se préoccupe du droit de ses enfants. Parfaitement, je suis tout à fait Donc, d'accord. on est bien dans ce cadre-là, parce que qu'est-ce que c'est que l'adoption? L'adoption dont on parle, elle n'est pas l'adoption d'un enfant qu'on va aller faire à l'étranger. Elle est quasiment impossible. Ça va être quoi? Ça va être soit d'adopter l'enfant de son conjoint, soit ça va être d'adopter des enfants qui sont déjà là. Donc, on voit bien qu'on remet. Et moi, ce que j'appelle le parent social, c'est pas le énième parent, c'est celui où il y avait le projet parental. Parce que on a oublié quelque chose, c'est que il y a au départ, quand on veut avoir un enfant, alors peut-être pas tout le temps, mais un projet parental. Et c'est ce projet parental qui se conçoit à deux, leur donner des droits. Et parce que vous avez raison, la loi, elle doit souvent, quand ça va mal, et c'est là où on a vraiment besoin de la loi, parce que quand tout va bien, effectivement, on n'a pas besoin. Et bien là, on dit, il y a des enfants qui ont deux mères, deux pères, et c'est à eux qu'on peut éventuellement donner les droits. Et c'est là-dessus que le législateur doit légiférer, parce que c'est là-dessus que vous allez vous baser. Alors. Donc, à un moment donné, c'est bien ça, c'est redonner des droits à des enfants. Coralie Gaffinel, je vous donne la minute et demie qu'il nous reste. Vous voyez, c'est un beau cadeau, mais je n'ai que ça à vous offrir. Le projet parental, comment fait-on quand il est porté à 4? On a 4 parents. Parce que dans les dossiers qu'on rencontre, c'est des situations concrètes qu'on rencontre. Et c'est là où il y aurait une réflexion qui devrait être menée d'une toute autre manière. Et le texte de loi tel qu'il est présenté pose énormément de difficultés, va ouvrir d'innombrables difficultés, et en particulier en fragilisant l'adoption, en utilisant le vecteur de l'adoption pour finalement modifier radicalement l'organisation de la filiation. Ensuite, on verra les conséquences. On appliquera ça avec la PMA, on appliquera ça avec la GPA. Et en réalité, il n'y a plus aucune cohérence. Et cette absence de cohérence qui va faire défaut sur la filiation, elle va porter un préjudice et elle va générer des inquiétudes et du coup des conflits pour l'ensemble des familles. Il y a des documents qui anticipent déjà les conséquences de cette réforme ou pas, sur le plan de ce que vous venez de dire? Mais non, mais nous, c'est ce qu'on vit quotidiennement. Déjà. Les situations, ces situations-là, c'est pas de la science-fiction, c'est des dossiers. Mais pour nous, c'est pas des dossiers, c'est des personnes. Oui, mais les gens n'ont pas cette en souffrance. vision de l'après. Donc vous souhaitez que le droit l'organise? Moi, je dis qu'il y a des choses évidemment à travailler, mais certainement pas à travers ce texte-là. Parce que les réponses que ce texte apporte sont des réponses qui vont fragiliser la situation du plus grand nombre sans apporter de réponse précisément à un certain nombre de situations qui se posent. Elle ne change Mais pas bien sûr la que si, elle situation change. du plus grand nombre. Elle va au contraire amener, je dirais, des éclaircissements sur la situation d'enfants que, à l'heure actuelle, je suis bien d'accord, ça les vous ne éclaircit pouvez pas gérer. Mesdames, messieurs, j'ai le triste regret de devoir interrompre cette discussion passionnante, mais nous devons rendre l'antenne. C'était donc le mariage pour tous, la filiation mise en cause. Merci de votre attention et à très bientôt au Mardi des Bernardins.